C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, à partir de demain 30 novembre, les numéros de téléphone passent de 8 à 10 chiffres. Une décision qui répond à la demande croissante de numéros et le développement rapide des services de télécommunication, à suivre la ministre du Numérique. Budget de l'État, gestion 2025, deux ministres ont sacrifié à la tradition. Ils étaient devant la commission budgétaire, ils ont décliné les orientations majeures. Et puis, le Bénin s'engage dans l'accroissement de la production du maïs. Un projet sera bientôt déployé. Avant, les acteurs se sont retrouvés pour procéder au lancement officiel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Le Bénin entre dans une nouvelle ère numérique avec une numérotation à 10 chiffres. Le nouveau plan ajoute simplement le préfixe 01 aux anciens numéros de téléphone, quel que soit le réseau. La ministre du Numérique et de la Digitalisation apporte les précisions. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, demain 30 novembre 2024, notre pays franchira une nouvelle étape dans le développement des services de communication électronique à travers le changement du plan de numérotation qui passera de 8 à 10 chiffres. Cette évolution s'inscrit dans la vision de modernisation et de développement du numérique du président Patrice Talon et fait suite à la décision du gouvernement de la République d'adopter en sa session du Conseil des ministres du 6 mars 2024 un nouveau plan de numérotation à 10 chiffres. En effet, l'émergence de nouveaux services offerts aux populations, l'introduction des objets et appareils connectés dans tous les secteurs de la vie sociale, l'éclosion des services de communication entre machines accroissent les besoins en ressources en numérotation qui ne peuvent être satisfaits sans une adaptation du plan de numérotation à 8 chiffres en vigueur depuis 2005. Chers compatriotes, le nouveau plan de numérotation sera effectif le 30 novembre 2024 à 0h et toutes les structures compétentes ont œuvré depuis des mois pour l'atteinte de cet objectif. À la veille de cette date qui marquera désormais l'histoire des communications électroniques dans notre pays, je voudrais vous rassurer que toutes les parties prenantes sont mobilisées pour une transition réussie. Pour ce faire, les dispositions sont déjà prises par l'ARCEP Bénin et les opérateurs pour l'accompagnement des abonnés à travers l'information et la sensibilisation, la mise à disposition d'applications gratuites de conversion automatique des répertoires téléphoniques des abonnés. Par ailleurs, afin de permettre à tous les abonnés de s'adapter aux changements d'habitude qu'induira l'entrée en vigueur du nouveau plan de numérotation à 10 chiffres, les dispositions sont également prises aux fins de la coexistence des numéros à 8 et 10 chiffres pendant une période transitoire d'1 mois. Cependant, je nous exhorte tous à mettre à jour nos répertoires dès maintenant. Chers compatriotes, désormais, pour tous nos usages de numéros, il nous faudra faire précéder le numéro habituel du préfixe 01, quel que soit l'opérateur. La migration au plan de numérotation à 10 chiffres est une évolution importante qui requiert l'implication de nous tous. Je vous informe que les services compétents de l'État sont instruits aux fins de l'accompagnement nécessaire pour toutes les facilités dans le cadre du processus de basculement. C'est pour cela que je nous invite à nous y engager avec confiance. Vive le numérique au service du développement. Vive le Bénin. Je vous remercie. Si Internet présente de nombreux avantages, les conséquences ne sont pas bien loin. Il expose à de potentielles menaces telles que l'intimidation en ligne et autres formes de violence numérique. Face aux cibles que sont les femmes et les filles, l'autorité de protection des données à caractère personnel sensibilise à l'importance de confidentialité et de sécurité des données personnelles. Ulvaeus Balogun pour les précisions.
Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies, environ 73% des femmes sont victimes de violences en ligne, notamment de harcèlement, de menaces et de discours haineux, et 52% des enfants sont exposés à du contenu inapproprié en ligne. Pire, selon une étude de Common Sense Media, 60% des parents affirment ne pas savoir comment protéger efficacement les données de leurs enfants sur les plateformes numériques. Les filles, les femmes, les enfants, les jeunes, les adolescents sont souvent exposés à des abus liés à la collecte, au traitement, à l'utilisation inappropriée des données personnelles, incluant des pratiques discriminatoires. Cet atelier qui réunit les groupements de femmes, les associations de défense des droits des femmes et les directeurs de collèges sonne comme une réponse. Notre objectif commun doit être donc de construire un cadre robuste qui non seulement protège, mais aussi autonomise ces groupes vulnérables afin de leur permettre de participer pleinement et activement à la société numérique qui façonne nos vies aujourd'hui. Oui, vous avez raison de faire confiance au numérique. C'est un passage obligatoire. Il ne s'agit pas d'être réticent à aller en ligne. Oui, ceux qui fournissent les plateformes, et notamment le gouvernement béninois en ce qui nous concerne, vont mettre en œuvre les règles de politique nécessaires, vont s'assurer que les plateformes sont sécurisées, mais rien de tout ça ne peut être utile si vous ne jouez pas votre part. La première sécurité, c'est celle que nous-mêmes, nous sommes en mesure de nous apporter. Informer les parents, les éducateurs et les femmes des bonnes pratiques à adopter en ligne afin de garantir un environnement numérique plus sûr pour les groupes les plus vulnérables, telle est la mission poursuivie ici par l'Autorité de protection des données personnelles, APDP. On prend la direction de l'Assemblée nationale. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi est allé défendre son budget 2025. Il s'élève à 20 milliards de francs CFA. On écoute Modeste Kéréko sur les différentes orientations. Nous avons détaillé à la représentation nationale l'enveloppe budgétaire que le gouvernement met à notre disposition pour le compte de l'année budgétaire 2025 qui s'élève à 20 milliards 448 millions 282 120 francs contre, pour le budget que nous sommes en train d'exécuter depuis le début de l'année 2024, une enveloppe budgétaire de 9 milliards 909 millions 289 016 francs CFA. Notre budget a doublé de plus de 100%. De 9 milliards 900 millions, nous passons à 20 milliards 448 millions. Cela montre, s'il en était encore besoin, l'engagement du gouvernement du président Patrice Talon et sa détermination à accompagner 3 secteurs, et pas des moindres, de la vie socio-économique de notre pays, notamment le secteur des petites et moyennes entreprises, celui de l'emploi et enfin le secteur de l'artisanat. Ces 3 secteurs, comme vous le savez, cristallisent à plus de 80% la population active de notre pays. La vision du gouvernement est d'accompagner et de favoriser la croissance d'un nombre important de nos petites et moyennes entreprises, en même temps que parmi cette catégorie, d'arriver à faire émerger des champions nationaux, d'arriver à susciter la création et l'existence dans notre pays d'une masse critique de PME capables d'impulser la croissance et capables d'offrir des emplois pérennes et décents à notre jeunesse qui est en quête légitime de travail. Pour l'année 2025, le ministère des Sports prévoit un budget de 31 milliards de francs CFA. Voici les explications du ministre Benoît Dato sur les grands chantiers. Le montant du budget alloué au ministère des Sports en 2025 est de 31 milliards 8.
Et nous l'avons dimensionné sous 2 pôles, à savoir les dépenses ordinaires autour de 7,8 milliards et les dépenses capitales autour de 23,9 milliards. Et donc, les axes prioritaires sur lesquels nous devons continuer à travailler, c'est la poursuite des actions qui sont inscrites au programme d'action du gouvernement, avec quelques améliorations compte tenu de l'évaluation, du suivi qu'on a pu observer sur certains programmes. Je veux citer le programme des classes sportives, par exemple. On a rajouté 76 autres et nous envisageons des améliorations pour l'année prochaine. Également, maintenir le cap dans le modèle que nous avons en place aujourd'hui, nous concentrer davantage sur le travail et sur le plan infrastructurel, faire en sorte que la rénovation du stade de l'Amitié se passe assez rapidement. La rénovation du stade Charles de Gaulle, le changement de notre stade René Pleven en un complexe sportif, la construction de certaines académies régionales, notamment l'Académie nationale aussi à venir, poursuivre les programmes de détection et de formation à travers les divers jeux, les divers championnats que nous organisons, ainsi que les diverses compétitions au niveau des arrondissements, au niveau des communes, des départements et sur le plan national. Nous sommes une équipe jeune, dynamique. Nous travaillons à essayer davantage et à prouver que la jeunesse est capable de tenir et de bien faire le travail. Et c'est pour ça que nous nous attelons au quotidien. Et ils nous ont exhortés à continuer dans ce sens, à maintenir le cap et ce que nous comptons tenir. Je vous le disais en titre, bientôt un projet pour booster la production du maïs au Bénin. Avant le déploiement des activités, les acteurs se sont retrouvés en atelier pour procéder au lancement officiel. Alain Soutoumain et Julia Koikou pour le point. Le maïs occupe une place importante dans notre alimentation. Sa production souffre de plus en plus pour cause de dégradation des terres agricoles. L'urgence de trouver des solutions et de maximiser la production de ce céréale se fait sentir. Le Bénin, à l'instar des pays de l'Afrique, est confronté à une baisse de fertilité des terres cultivables dont la principale cause est la faible activité microbienne dans les sols. Pour y remédier, les agriculteurs utilisent des engrais minéraux et des matières organiques, résidus de végétaux et d'animaux. Et cette nécessité d'apport pour l'amélioration de la fertilité du sol ne se fait pas sans conséquence. Et je pense que cet atelier est la bienvenue et nous permet de recourir à des technologies intégrant des micro-organismes en vue d'assurer une durabilité des sols. Le projet biostimulant permettra aux pays concernés d'appliquer des politiques d'intensification des vivriers en général et du maïs en particulier. Ceci passe par l'apport de substances naturelles aux engrais actuellement utilisés pour une production à grande échelle. La culture du maïs est soumise à des contraintes biotiques, abiotiques et socio-économiques, limitant la productivité et la compétitivité de la filière. Et face à ces contraintes, la recherche agricole a développé plusieurs variétés améliorées et inscrites au catalogue béninois des espèces et variétés végétales. 3 pays sont principalement concernés par ce projet: le Bénin, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. L'unité de gestion du projet d'appui au développement des filières protéiniques PADEFIP est en reddition de compte. Au détour d'un atelier, elle a présenté aux maires et aux secrétaires exécutifs du Zou et des Collines les différentes réalisations du projet. Pour rappel, le PADEFIP vise à contribuer à l'amélioration des revenus des bénéficiaires et à l'accroissement de la disponibilité des protéines en milieu rural. Les précisions avec Pierrette Anayossi. 2 temps forts ont marqué la première journée de cet atelier de reddition de comptes. D'abord, des échanges en salle autour des réalisations du PADEFIP, précédés d'un rappel de l'objectif poursuivi à travers ces travaux. En vous conviant à cet atelier, nous espérons pouvoir obtenir de vous des recommandations qui nous permettront de parfaire nos interventions pour l'atteinte des objectifs du projet. Le projet PADEFIP, financé par l'Agence française de développement, a été lancé officiellement en avril 2019.
Une initiative du gouvernement pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations des 15 communes du Zou et des collines. Merci à l'unité de gestion du projet qui, 6 ans durant, a travaillé pour assurer la disponibilité des produits protéiniques à nos populations et insuffler une dynamique au niveau donc de l'économie locale à travers le renforcement du revenu de nos producteurs, à travers également les séances d'appui conseil et de renforcement de capacité des acteurs de la chaîne de production. Des réalisations perceptibles que les maires et secrétaires exécutifs ont pu voir de près sur le terrain. C'est le second temps fort de l'atelier. Les participants ont visité l'unité de transformation du soja de Dagadoro à Savalou, ainsi qu'une ferme piscicole et une unité de production d'aliments pour poissons à Covey. Ici, nous sommes sur un site, dans un camp Peul, pour l'autonomisation des femmes dans le domaine du soja. J'en suis très heureux, c'est pourquoi j'ai fait le déplacement depuis Abomey. Tout ce que nous sommes en train de voir est vraiment impressionnant et nous souhaitons que le projet, si c'est la première phase, qu'il y ait toujours encore une autre phase. Il est nécessaire que ce projet soit renouvelé afin qu'on l'étende un peu plus encore à d'autres acteurs, à d'autres citoyens qui veulent se mettre dans le domaine de la pisciculture. Le PADEFIP prend fin en juin 2025. L'unité de gestion du projet invite les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre à travailler pour la capitalisation de ces acquis. Les États-Unis viennent en soutien à l'effort de guerre du Bénin contre le terrorisme. C'est à travers un don de logistique au renforcement des capacités opérationnelles des forces armées béninoises. Allons au camp militaire de Dessa pour voir le lot d'équipements offerts avec Jules Akoikou et Alexandra Diotan. Avec ces 12 véhicules blindés de transport de l'eau, nous avons multiplié les patrouilles pour sécuriser les populations. 12 véhicules blindés de transport de troupes, 280 plaques balistiques et des radios tactiques, c'est le nouveau lot d'équipements de défense et de protection mis à la disposition des forces armées béninoises par les États-Unis. Ceci afin de promouvoir la stabilité au Bénin et dans la sous-région. Cet équipement et la formation qui l'accompagnent contribueront grandement à protéger et à sauver la vie des troupes au combat, à améliorer les communications entre les unités déployées et à accroître la capacité des FAB à protéger les populations. Nous avons organisé plusieurs événements de ce genre au cours des 12 derniers mois. Grâce à la coopération américaine, nous avons bénéficié, entre autres, de la cession de camions-citernes de Jet A1, un élément essentiel pour le bon déroulement de nos opérations aériennes, ce qui nous a permis de disposer d'une autonomie logistique indispensable pour nos forces. Plusieurs formations BORSEC qui ont permis à nos hommes d'acquérir des compétences tactiques, améliorant ainsi notre efficacité sur le terrain dans la lutte contre le terrorisme. Ces moyens, en plus d'accroître la mobilité et la réactivité de nos troupes sur le terrain, vont offrir plus de protection pendant les déplacements. Voici qui permet aux forces armées béninoises d'être mieux préparées pour faire face aux défis sécuritaires du moment. Des leaders d'étudiants venus de plusieurs régions du Bénin sont à Parakou pour 3 jours de sensibilisation et d'information. Thème: lutte contre les changements climatiques. L'événement est initié par la Commission nationale béninoise pour l'UNESCO. La cérémonie d'ouverture des travaux avec Ronald Robinson et Alexis Assoba. 3 jours pour en savoir plus sur les changements climatiques, depuis leurs origines aux moyens de lutte, en passant par leurs causes et leurs impacts. Les leaders d'étudiants du Bénin sont mobilisés à cette fin. L'objectif précis du présent atelier est de renforcer les capacités des jeunes étudiants, les futurs adultes et dirigeants, pour mieux les outiller à résoudre les problèmes environnementaux, car pour reprendre les mots de Barack Obama, ancien président des États-Unis, dans l'intérêt de nos enfants et de notre avenir, nous devons faire plus
pour lutter contre les changements climatiques. La plupart de ces manifestations, de ces effets, disons, sont créés par l'homme. Cela veut dire que aussi, c'est l'homme qui doit agir pour atténuer, pour diminuer les effets de ces changements climatiques, à défaut de les arrêter. Nous devons avoir des comportements qui préservent les ressources naturelles. Nous devons avoir des comportements d'information sur nos parents. Cette formation est une des contributions de la CNBU aux multiples mesures gouvernementales de protection contre les changements climatiques. Nous pouvons citer le projet intitulé « Faciliter pour le changement local de l'adaptation au changement climatique » lancé le 8 octobre 2024, le Fonds vert pour le climat, le Fonds national pour l'environnement et le climat, pour ne citer que celle-là. On va constituer des réseaux d'étudiants, que ce soit les étudiants de l'université de Parakou, ceux de Abomey, de Kétou, d'Abomey-Calavi et d'Adjara. Ils sont tous représentés là. Et donc nous allons les mettre en réseau pour travailler sur les différentes solutions que nous allons sortir à travers les différentes communications qu'on va projeter. Il s'agit de faire des étudiants de véritables vecteurs de la lutte contre ce phénomène en vue d'atteindre l'ODD 13. Le préfet de la Liborie au contact des populations de Karimaman et de Malanville. Une tournée est statutaire au cours de laquelle les réalisations et doléances des élus communaux sont présentées. Le point de la première journée avec Judicaël Aïnan et Ousmane Baparabi. Tronçon Guinée-Karimaman, une quarantaine de kilomètres, impraticable ou presque, surtout par temps de pluie. Un calvaire bientôt conjugué au passé grâce à cette nouvelle infrastructure routière en cours de réalisation, gage de plus de sécurité des personnes et des biens. Une préoccupation majeure des élus communaux. C'est le lieu de remercier et de féliciter les forces de défense et de sécurité qui, malgré tout, continuent de défendre avec professionnalisme l'intégrité de notre commune. Je m'incline ici devant la mémoire de ceux parmi eux qui sont tombés au champ d'honneur, les armes à la main au cours de cette année 2024, dans ce rude combat de protection des personnes et des biens. Mes compatriotes, tels que je les connais, c'est des compatriotes qui, à des moments donnés, ont tendance à ne pas respecter, n'est-ce pas, le civisme, c'est-à-dire à ne pas respecter un certain nombre de règles. Ça, c'est la caractéristique de toute commune frontalière, notamment une commune frontalière commerciale comme Malanville. C'est toujours bien quand même d'aller au contact des populations, au contact des élus, au contact des différentes composantes de la société civile dans nos communes pour recueillir quand même leurs souhaits, leurs désirs, mais aussi les rappeler à leurs devoirs sur un certain nombre de choses, et notamment la coproduction de la sécurité et surtout aussi de respecter les consignes des FDS et toujours de s'aligner sur les orientations stratégiques du gouvernement pour tout ce qui concerne quand même les différentes composantes de développement. Et ça, vous avez vu, l'écho a toujours été favorable et les populations sont toujours reconnaissantes quand on va vers elles. Santé, éducation, environnement, infrastructure, sécurité, autant de domaines passés au peigne fin pour le mieux-être des populations. À présent, le dossier du jour, une réalisation de Patrick Diossou. Gbekpo, Deyelodo Fidèle, alias Aloe Super, Yeye le génie à Djendededonede. Il est non-voyant, mais il a un voyant en lui, sa voix. Je mets dans tes mains toute ma vie. Sa vie, sa famille, sa carrière d'artiste-chanteur qui voit plus loin que ses yeux, sa carrure d'aveugle qui ne voit plus de ses yeux. Aloe Super met tout dans les mains sempiternelles de l'Éternel, lui qui se présente à tous ceux qui le voient. Tous mes fans, tous ceux qui passent,
bien de Aloé. Il n'est pas né handicapé visuel. C'est ma mère qui m'a dit qu'après 3 mois de ma naissance, il a trouvé un signe sur mes yeux. Je suis devenu un handicapé visuel. Bon, j'ai eu au moins le niveau BEPC. J'ai fait la formation des produits cosmétiques, c'est-à-dire savon de lessive, savon de lavage. Et j'ai fait aussi la tresse de la natte. J'ai été maître des chorales par-ci, par-là, des églises évangéliques, des célestes, des protestants, parce que moi-même je suis protestant. Jouer en live, c'est ce que fait son groupe, qui chante, mais aussi qui danse. C'est à Yessi Percu. Nous, on ne fait pas playback par-ci, par-là, ou tout ce qu'on a joué au clavier, au studio là, de jouer. Hey, DJ, donne-moi un son. Non, on ne fait pas DJ, donne-moi un son. Nous-mêmes, nous sommes DJ de nous-mêmes et on donne du son du cœur. Avec brio, Aloé est multi-percussionniste pour de multiples rythmes traditionnels. Appel aux handicapés. La mendicité d'abord n'est pas une bonne chose pour quelqu'un qui veut être digne de son nom et fait une histoire qu'on va raconter aussi aux autres ou demain. Donc, mes collègues, je vais dire, qui portent un handicap là, je vais leur dire simplement. Si je suis handicapé, je peux être le ministre. Un appel aux autorités. Je dis bien, ce que moi je sais faire, c'est dans ça que je vous demandais de m'aider. Voilà un chanteur non-voyant dont la voix voit très loin. Hors du Bénin, l'actualité internationale nous conduit au Sénégal et en Centrafrique. On fait le tour avec Marcela Rossi. Un des événements sombres de l'histoire coloniale française, le massacre de Thiaroye, survenu le 1er décembre 1944. Ce drame s'est déroulé dans le camp militaire de Thiaroye, une banlieue de Dakar au Sénégal, et marque un tournant tragique dans les relations entre la France et ses colonies africaines, ainsi que dans la quête de reconnaissance et de justice des tirailleurs sénégalais. Les chiffres officiels évoquent 35 morts et plusieurs blessés parmi les tirailleurs, mais des témoignages et des recherches suggèrent que le bilan pourrait être beaucoup plus élevé, certains estimant des centaines de morts. Aujourd'hui, Thiaroye reste un symbole de la lutte pour la reconnaissance des anciens combattants africains. Voilà qui interpelle encore sur les inégalités persistantes dans les relations franco-africaines et sur la manière dont l'histoire coloniale est traitée. Ce drame demeure une plaie ouverte pour les descendants des victimes. Cette année, l'État sénégalais prévoit une commémoration d'envergure pour marquer le 80e anniversaire de cet événement malheureux qui aura lieu le 1er décembre 2024. En Centrafrique, une grève des transporteurs camerounais paralyse le ravitaillement de Bangui. Ce mouvement, initié le 20 novembre 2024, fait suite à l'assassinat d'un chauffeur camerounais par un mercenaire présumé du groupe Wagner. Cet incident survenu à Bouali a exacerbé les tensions sur le corridor vital Douala-Bangui, principal axe d'approvisionnement de la Centrafrique. Les transporteurs dénoncent des abus répétés, notamment des violences physiques et des exécutions sommaires. En réponse, le syndicat national des transporteurs routiers camerounais a suspendu toutes les activités dans les zones frontalières. Cette grève affecte l'économie centrafricaine déjà fragilisée en limitant l'accès aux biens essentiels à Bangui. Voilà qui illustre la dépendance critique de la Centrafrique vis-à-vis du Cameroun pour ses échanges commerciaux et souligne les défis sécuritaires dans la région. Prince Johnson, sénateur et ancien chef de guerre libérien,
est décédé ce jeudi 28 novembre 2024 à l'âge de 72 ans près de Monrovia. Prince Johnson est une figure controversée de l'histoire récente du Libéria, connu pour son rôle central dans la première guerre civile entre 1989 et 1996, marquée surtout par des atrocités ayant fait environ 250 000 morts. Chef de milice, il s'est particulièrement distingué par la capture et l'exécution brutale du président Samuel Doe en 1990. Il s'était exilé au Nigeria où il s'est converti au christianisme en devenant pasteur. De retour au Libéria, il avait poursuivi une carrière politique, occupant le poste de sénateur du comté de Nemba depuis 2005 jusqu'à sa mort. Son décès met en lumière une période sombre de l'histoire du Libéria et la complexité de la transition vers la paix dans ce pays. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.